frontale, on a besoin de matériel développé. Alors, comment j'ai fait pour travailler sur ce thème-là? À une époque, on n'avait pas les moyens nécessaires. Ça veut dire que j'ai utilisé un système qu'on appelle le système D, débrouille-toi. Alors, je cherche les moyens. Alors, c'est une étude exploratoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études similaires sur le sujet. Une étude orpheline, ça veut dire qu'il n'a pas engendré d'autres études. Alors, quelques données théoriques, je vais y passer rapidement parce que mes collègues ont abordé ce sujet d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je veux, le point sur lequel je vais insister, sur lequel je vais insister, c'est la réponse à cette question, comment le lecteur accède à partir de la forme écrite d'un mot à une représentation lexicale en général. Mais je vais le spécifier sur la langue arabe. Pour donner un aperçu sur les grandes tendances, je dirais qu'il y a des modèles modularistes, c'est très classique, des modèles connexionnistes. Pour les modèles modularistes et connexionnistes, alors c'est un modèle à deux étapes, soit successif pour les strictement successifs pour les modèles modularistes, alors il y a la sélection lexicale puis l'encodage phonologique, soit il y a une interactivité pour les modèles connexionnistes. Alors ce qui nous intéresse, c'est que globalement, les erreurs favorisent plutôt les modèles modularistes, tandis que les paradigmes expérimentaux favorisent plutôt les modèles connexionnistes. Alors, ce qui nous intéresse encore le plus, c'est que le modèle à deux voix permet la prononciation des mots irréguliers et des non-mots. Pour les effets, alors les principaux effets expérimentaux qui influencent sur l'accès lexical, on peut dire qu'il y a l'effet de fréquence, bien sûr, c'est classique, c'est déjà connu. Mais lorsqu'on essaie d'avoir un aperçu sur les différentes études, quelques études qui ont été réalisées sur ce sujet-là, on va voir qu'il y a des tâches différentes et parfois des observations qui sont contradictoires. On utilise par exemple la dénomination, on va observer qu'il y a un effet de fréquence, on va observer qu'il n'y a pas d'effet de fréquence. On va utiliser la décision lexicale, on va encore observer qu'il y a l'effet de fréquence, qu'il n'y a pas d'effet de fréquence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus entre les chercheurs concernant cet effet-là. Alors pour l'effet d'amorçage, l'amorçage c'est la facilitation sémantique pour moi dans cette recherche, la facilitation sémantique pour retrouver un autre mot. Alors on va présenter un mot pour pouvoir récupérer un autre mot. Dans ce tableau-là, on voit aussi que selon les tâches, il y a différentes tâches pour mesurer cet effet-là. Alors, il n'y a toujours pas un consensus entre les chercheurs. Alors, on le trouve, on ne le trouve pas, on le trouve, on ne le trouve pas. Et bien sûr, si on veut conclure, alors je choquerai directement vers les effets de l'homophonie et de l'ambiguïté. Là aussi, on voit qu'il n'y a toujours pas de consensus. On trouve des résultats pour, on trouve des résultats contre, en fonction des items qu'on utilise, en fonction du matériel qu'on utilise, etc. Ce que je dis par là, c'est un problème qui est très complexe. Sa complexité est due à la complexité elle-même du traitement de la langue. Alors, pour conclure, on peut dire qu'il y a présence ou absence d'effet de fréquence. On peut dire que les gens utilisent différentes stratégies pour analyser, pour traiter la langue. On peut dire aussi que pour la langue anglaise, c'est la difficulté, comme a été cité auparavant, réside dans la prononciation. Alors, pour la langue arabe, le problème, la difficulté essentielle, c'est son écriture. C'est une écriture qui est transformable, qui n'est pas toujours très homogène. Alors, on est ici pour l'accès à la langue arabe. Alors, la recherche actuelle, comme j'ai dit, c'est une recherche que j'ai réalisée il y a des années, qui était très orpheline. Alors, pour résumer, il y a un débat sur la fréquence et sur l'accès au lexique. Alors, votre fréquence veut dire accès rapide, basse fréquence veut dire accès lent. On va essayer de vérifier quelques hypothèses sur la fréquence, l'amorçage et la structure du mot.
avec des prédictions. Donc, bien sûr, plus la fréquence est basse, plus le temps d'accès est important, c'est déjà connu. Plus l'amorce a un effet positif sur les fréquences basses et l'accès au mot long et régulier nécessite plus de temps. Des choses qu'on va vérifier. Alors cette étude a été réalisée avec des enfants marocains, 62 enfants âgés de 13 à 17 ans. J'ai pris 3 niveaux scolaires, 7e, 8e et 9e année, qui correspond à l'âge de 13, 14,9, 14, 15, etc. Alors le problème pour un chercheur comme moi, un chercheur marocain, c'est cette complexité linguistique qui se trouve dans notre contexte. Monsieur Guanani peut-être va expliquer ça un peu explicitement. Le problème c'est qu'on communique en dialecte, dans la vie courante, mais lorsque je veux travailler, faire une expérience, je vais travailler sur la langue arabe, alors je vais communiquer avec la langue arabe ou bien avec le dialecte avec l'enfant. C'est un problème majeur qui se pose au chercheur dès le début. Alors il n'a pas commencé la recherche, il a cette problématique. Comment il va communiquer avec l'enfant? Bien sûr, dans ma recherche, j'ai communiqué avec le dialecte parce que c'est plus compréhensible. Alors j'ai dit que c'est une problématique, c'est un problème parce que dès le départ, on a un déphasage entre le langage courant et les items sur lesquels on va travailler. Pour le matériel, alors comme vous allez voir, c'est le système D, alors je me suis débrouillé pour travailler, j'ai utilisé un PC portable, c'est un PC qui est un peu très ancien. J'ai développé deux logiciels avec un informaticien, bien sûr, c'est un logiciel pour compter les fréquences. Alors ces logiciels, on les trouve maintenant sur le net, ils sont disponibles. Un autre logiciel pour mesurer le temps d'accès. Comme on va remarquer, les données, les moyens sont un peu basses. C'est dû à la programmation et c'est compté en centième de seconde et pas en millième de seconde. Alors là, vous voyez une image sur le logiciel pour compter les fréquences, pour extraire les fréquences. Là, il y a les mots que j'ai utilisés. Alors, il y a 24 mots selon leur fréquence. Alors, il y a des mots en fréquence, basse fréquence, moyenne. Il y a les noms. Mais vous allez me dire comment vous avez choisi. Comment j'ai choisi les mots selon leur fréquence. Est-ce qu'on a une base de données en arabe qui nous donne cette fréquence-là? Alors je vais vous dire que j'ai encore utilisé le système B, ça veut dire que j'ai récupéré les dissertations des élèves sur toute une année. Alors pourquoi les dissertations? Parce que c'est un travail libre. Alors l'enseignant va donner un sujet aux élèves, elles vont le traiter. Moi j'ai récupéré les sujets et j'ai pu extraire les fréquences des mots que les élèves ont utilisés durant toute l'année, au 7e, au 8e et au 9e. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce niveau-là, 7e, 8e et 9e année, parce que là, les élèves ont cette matière-là qui est enseignée. Alors, les mots selon les fréquences sont ces mots-là. Vous voyez en arabe, il y a une transcription à peu près exacte. Alors là, il y a les mots et les amorces. Alors, les amorces, encore, je les ai puisées des dissertations des élèves. Là, vous voyez le PC que j'ai utilisé. Alors, c'est un système D. Vous voyez que j'ai ouvert les autres touches. J'ai laissé deux touches apparentes, oui ou non, pour la réponse. Là, c'est la disposition de la main. Pour que la réponse soit un peu exacte, alors les deux doigts doivent être posés sur le oui ou le non. Et là, on a la procédure, ça veut dire les mots que j'ai utilisés. Il y a 6 mots. Pardon, qui ont une fréquence haute, 6 mots une fréquence moyenne, 6 mots une fréquence basse, et 6 séries de lettres qui sont des mots ou bien des pseudo-mots. Alors des pseudo-mots. Alors, comme les erreurs étaient rares dans cette recherche, je ne vais pas les présenter parce qu'elles étaient tellement rares, sauf pour les fréquences basses et pour les non-mots ou bien pour les pseudo-mots. Ça, c'est le logiciel que j'ai utilisé. Ça veut dire qu'il y a on entre les données, le nom, la date de naissance. Il y a des fichiers qui ont été convertis en images pour pouvoir les présenter sur le logiciel. Et là, on a une démonstration. Par exemple, pour l'amorçage. Pour l'amorçage, je vais donner le mot locomotion et après le mot wazirun.
alors c'est l'amorce et c'est le mot si. Ça se présente comme ça. Alors, le logiciel a présenté des données de cette façon-là. Alors le logiciel aussi génère un fichier automatique des données qu'on peut voir. Alors il y a le nom, la date de naissance, etc. Le fichier utilisé, et après le temps et après la réponse, oui ou non. Bien sûr, l'expérience 1, alors elle va porter sur la fréquence, l'effet de la fréquence de l'accès ici. Je vais passer directement au résultat. Alors la procédure, c'est que le PC présente 24 mots de fréquences différentes. L'enfant il va appuyer sur oui ou sur non. Alors le compteur du PC va se déclencher automatiquement après l'apparition du mot et s'arrête lors d'appuyer sur une touche oui ou bien non. Alors on a ce tableau-là qui englobe un peu l'effet de la fréquence sur la langue arabe. Alors ce qu'on peut voir, c'est que pour le niveau 7e, il y a une dispersion des valeurs. Ça veut dire que pour les normaux, alors la grande moyenne c'est pour les normaux, après c'est les basses fréquences, les moyennes fréquences et les fréquences hautes. Pour le 8e, on voit que la dispersion il est un peu homogène. Par contre, pour la 9e année, il est un peu homogène. Alors, on ne voit pas beaucoup de différences. Qu'on voyait surtout pour alors le problème en 7e et 8e, surtout en 7e niveau, c'est les nombres. Par contre, vous voyez là, les nombres pour 9e, elle n'est pas un grand problème. Il est un peu équivalent, alors il est tout proche des moyennes, c'est une hypothèse, une prédiction que le niveau de compétence de l'élève en 9e année il est mieux amélioré, il a maîtrisé un certain niveau de la langue arabe qui lui permet d'arriver à ces résultats. L'expérience 2 elle porte sur l'amorçage. Donc elle est faite, l'amorçage sur les lexiques. Alors on passe directement à ce tableau-là, on voit que pour l'amorçage, il réduit considérablement les effets ou bien les fréquences. Pardon. Alors, haute, moyenne et bas. Par contre, les normaux, il n'a aucune influence sur les normaux. Et on voit ça au 7e, niveau 7, niveau 8. Mais au niveau 9, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'influence de l'amorçage sur l'accès au lexique mental. Si on compare les deux tests, alors bien sûr, j'ai calculé la NOVA, alors il y a la différence des moyennes et efficacité ici et là aussi, dans les deux expériences. Alors la comparaison, comme vous pouvez le voyez pour les fréquences et pour l'amorçage. Vous voyez qu'il y a une dispersion de données, alors que là, par contre, les données sont un peu homogènes, sauf pour les normaux. Alors les normaux sont traités d'une autre manière. Pour le niveau scolaire, comme vous voyez aussi, il n'y a pas une très grande différence entre l'expérience des fréquences et l'expérience de l'amorçage. Il n'y a pas une grande différence. Pour analyser cas par cas, on peut dire que les mots courts comme kala, kala sont des mots courts, visuellement sont des mots courts, parce qu'en arabe on a ce problème-là entre ce qui est visuel et ce qui est auditif. Ce qu'on voit mais pas ce qu'on entend dans la plupart du temps. Si on prend cette séquence-là de lettres, alors c'est le K, le T, le Alif et le Ba. Ça peut être Itabun avec 704 lettres, ça peut être Utabun avec 904 lettres, alors que pour la longueur en elle-même, entre par exemple Mosifa, il y a 906 lettres, et Mu'sassatun, il y a 1205 lettres. Ça veut dire que ce qu'on voit n'est pas toujours la même chose de ce qu'on entend. Il y a un déphasage parfois entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. On peut voir que le mot Mosifa est plus long que Mu'sassatun, on peut le voir, alors là. Ce mot-là, on peut le voir visuellement, il est plus long que Mu'sassatun, mais si on compte le nombre de sons et le nombre de lettres, on va trouver que Mosifa comprend 906 lettres et Mu'sassatun comprend 12 sons et 5 lettres. Vous voyez ce problème-là en arabe.
Alors pour l'expérience 3, c'est l'effet de la régularité. Alors je vais comparer entre les mots et les non-mots. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. 2 minutes, d'accord. Alors j'ai comparé entre les mots et les pseudos, ou bien les non-mots. Alors j'ai utilisé les deux. On voit que pour les pseudos ou bien les non-mots, la dispersion il est un peu nette. Mais pour les mots, il y a une certaine homogénéité. Ça veut dire que l'accès au mot il est plus facile que l'accès au pseudo ou bien au non-mot. Alors on peut expliquer ça de façon différente. Il y a 2 étapes. C'est pourquoi j'ai dit au début que le modèle à 2 voies il est intéressant pour moi. Parce qu'il nous explique un peu ça. Soit on passe directement, soit on passe de façon indirecte. Alors j'ai aussi comparé dans une expérience, la 4e expérience, l'effet de la longueur. Alors j'ai choisi parmi les mots que j'ai présentés, 4 mots longs et 4 mots courts. Comme vous pouvez le voir ici, alors alors là il y a le nombre de sons, le nombre de lettres pour chaque mot. Et ce qu'on trouve. Alors pour les mots courts, il y a un accès un peu facile. Pour les mots longs, il y a un accès un peu plus difficile, sauf pour le Naviamani. Alors pour le niveau 9, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'accès, bien sûr, au mot court et au mot long. Ça peut être expliqué aussi par le niveau de compétence de l'élève. Pour la discussion, je vais sauter pour aller directement aux conclusions. Alors, les conclusions. On peut dire qu'il y a on a toujours cru que la langue arabe, on a toujours senti que la langue arabe est un peu différente des autres langues. Pourquoi elle s'écrit différemment, peut-être. Mais au niveau de traitement, est-ce qu'il y a vraiment une spécificité de la langue arabe? D'après ces résultats, avec mon système D, il n'y a pas beaucoup de différence entre la langue arabe et les autres langues. Bien sûr, on peut dire on peut évoquer l'hypothèse de l'apprendre expérimenté, habitué. On peut dire qu'on utilise des stratégies différentes, mais on croit toujours que la langue arabe est si différente. D'après les résultats, elle n'est pas aussi différente que ça. On peut évoquer bien sûr l'hypothèse de Dayen selon laquelle toutes les langues ont une base, sont des traits initiaux, alors des traits courts, des traits horizontaux ou bien des traits verticaux, pour expliquer ce point commun entre les langues. Il y a une différence lorsqu'on passe à une autre étape, l'étape de la concrétisation de la langue. Ça veut dire quand la langue devient un fait culturel. Et je vous remercie. Merci M. Naïssa. Donc je ne sais pas combien de temps on a pour la discussion. Les organisateurs, combien de temps on a pour 15 minutes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite liste. D'accord? Oui. Donc, M. Ammar, venez pour répondre aux questions. Oui. Celle-là. Oui. Monsieur Bouhassaï. Donc on commence avec ces 3 noms. Oui. Abkaz. Donc on commence par M. Bedin. Bonjour. Donc je tiens à remercier les conférenciers qui nous ont fait vraiment un bon travail, une très belle présentation. Donc parfois ils nous ont même coupé le souffle parfois, positivement. Donc je vais réagir par rapport à Aurélien. Oui, quant à la mémoire, donc oui, effectivement, lorsque vous disiez que effectivement les caractéristiques des mots peuvent influencer
l'encodage et la récupération en mémoire. C'est vrai, lorsqu'il y a une forte encodage, c'est-à-dire en profondeur, il y a, comme disait Jean-François Desmoulins, vous le connaissez, Jean-François Desmoulins, c'est qu'il y a une activation beaucoup plus forte que lorsqu'il y a un encodage qui est faible. C'est ce qu'il appelait en fait le paradigme biologique de l'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, à un traitement cognitif, ça correspond à une activation, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire là. Je voudrais vous remercier. Donc, juste pour répondre à merci pour votre remarque, ce que je disais, c'est que finalement, soit le participant de lui-même, il va faire un effort cognitif réel pour encoder le mot, on peut partir aussi du principe, et c'est là où c'est intéressant que la psycholinguistique, c'est de se dire que c'est les caractéristiques intrinsèques du mot qui vont faire que, de façon non volontaire et non consciente, les participants, en effet, vont bien encoder de façon profonde des mots. Et merci de votre remarque. Madame Rella. Bonjour tout le monde, c'est Madame Rella de l'Université d'AG2. Ma première mission est suite à l'intervention de M. Hamar. Je voulais parler de votre recherche concernant les noms vocalisés et non vocalisés. Moi-même, j'ai pu faire une petite recherche sur une recherche comparative entre les unités vocalisées et non vocalisées, mais dans une unité plus large qui est le texte. Et là, j'ai constaté que les différences étaient vraiment significatives entre l'unité vocalisée et non vocalisée, mais concernant seulement les premiers paliers de l'enseignement, c'est-à-dire que pour les 3e, 4e années, mais par contre, pour les 5e années, c'était beaucoup plus en faveur du texte non vocalisé, concernant les deux paramètres qui sont la justesse et le temps de la lecture. C'est-à-dire que finalement, à partir de la 5e année, qui correspond à l'âge de 11 ans, commence l'étape de la lecture experte. Donc, mais à partir de la 3e année, 4e année, les enfants, quand même, avaient besoin de cet aspect des voyelles pour pouvoir identifier les mots. Merci, mais c'est vrai que pour les petits-enfants, les débutants, ils ont besoin d'une écriture de toutes les lettres, c'est-à-dire aussi bien des signes vocaliques et des lettres consonantes. Ils ont besoin de tout, mais cela dépend de leur capacité d'automatisation du décodage. Donc c'est un fait presque universel dans toutes les langues alphabétiques. L'automatisation du décodage est une condition, je dirais, sine qua non pour apprendre à lire. Concernant l'arabe, ce qui est le plus important, donc lorsqu'on parle du décodage, c'est essentiellement la racine consonantique, c'est-à-dire le squelette consonantique, les lettres consonantiques. Ensuite, dans un deuxième temps, vont intervenir les voyelles lorsque l'enfant aurait automatisé le décodage des consonnes. Pour l'enseignement, c'est vrai que pour un lecteur débutant, non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui enseigner l'écriture vocalisée, lui, on doit lui enseigner tout. On doit lui enseigner tout, surtout que les voyelles peuvent permettre une désambiguisation de ce squelette consonantique. Merci. Monsieur Mohsen. Merci. Tout d'abord, je tiendrai à remercier le Centre de recherche scientifique et technique honorable pour l'organisation de ce colloque. Je remercierai d'autant plus mon ami et collègue M. Rachid Belek. Et enfin, je remercierai les intervenants de la qualité de leur propos. J'aimerais bien poser 3 questions à Aurélia Bukowski. Je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas entendu M. Bonin. Donc, la première question portera sur
sur la traçabilité des mots emmagasinés par rapport aux neurosciences. Est-ce que vous avez étayé un petit peu ce sujet? Deuxième question, c'est une expérience qui m'intéresse énormément. Je travaille à l'université de Blida. L'expérience sensorielle. D'après vous, quels sont les sens les plus sollicités dans l'emmagasinage des mots? Une petite remarque, vous avez parlé de la mémoire sémantique, de la mémoire épisodique, et qu'en est-il de la mémoire de travail? Pour la question, pour l'intervention de M. Zarbouch, Ben Aïssa, de l'université de Fès, ne croyez-vous pas, monsieur, que vos résultats ont été un petit peu biaisés parce que vous êtes parti de l'écrit des apprenants pour arriver à un emmagasinage qui a une relation plutôt avec l'oral? Et je vous remercie de la qualité de vos interventions. Merci. Alors si je commence à prendre... Vous m'excuserez, je crois qu'au niveau de la mémoire, la première, je m'en souviens. La deuxième, C'est le mémoire de travail. C'est Ça, c'est la remarque, c'est la dernière. C'est ça. C'est une remarque. D'accord. Donc par rapport aux neurosciences et aux mots, ça, votre question c'était ça. Donc neurosciences et mémoire, ça oui. Il y a pas mal d'études qui montrent à peu près où se situe le souvenir épisodique, du souvenir sémantique par exemple. Moi je passe pour un moment spécialisé non plus neuroimagerie, enfin je commence maintenant, mais donc j'irai pas trop m'étendre sur Je vous entends mal. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc j'irai pas trop m'étendre en fait sur le sujet là immédiatement. Je commence là les neurosciences dessus. Votre deuxième question, je me souviens. L'expérience sensorielle. Sur l'expérience sensorielle. Alors, je vais laisser aussi répondre Patrick Godin, puisqu'on travaille ensemble dessus, donc... Oui, alors, sur l'expérience sensorielle, vraisemblablement, la modalité qui est la plus sollicitée, c'est la vision. Voilà. Si on ferme les yeux de quelqu'un qui fait une chose, il n'est pas sûr de ce dont il s'en souvient. Enfin, d'après les analyses qui ont pu être faites, parce qu'il y a les SER qui intègrent toutes les modalités sensorielles, c'est-à-dire que c'est un score global. Vous, en fait, quand vous faites l'évaluation, c'est dans quelle mesure vous sollicitez à la fois la gustation, l'audition, la vision. Fraise, par exemple, vous pouvez, je ne sais pas, mettre en avant la gustation, ça a un poids plus important sans doute que la vision. Mais dans ces scores, ils tiennent compte en fait de toutes les modalités sensorielles en même temps. Par contre, il y a des normes qui séparent les modalités sensorielles pour les différents mots. Pour chaque mot, vous devez dire si le mot évoque plutôt la gustation, la vision, l'audition. Donc il y a de la variance entre les mots. Par exemple, un réveil va plus évoquer l'audition que la gustation. Mais néanmoins, toute chose égale par ailleurs, on va dire, si on fait en fait une représentation, par modalité, c'est la vision au travers des mots qui l'emporte très clairement. C'est-à-dire que l'expérience sensorielle la plus évoquée, c'est la vision. Voilà. Mais comme il y a peu d'études là-dessus, uniquement, à ma connaissance, une étude en anglais, ça mérite d'être complété et fait dans d'autres langues pour savoir si on trouve les mêmes patrons. Voilà. Et alors, rapidement, vous terminez sur la mémoire de travail. Donc, votre